Bien, merci d'être venus nombreux encore une fois pour cette édition du Théâtre des idées qui nous anime depuis maintenant plusieurs éditions, en particulier aujourd'hui avec non pas le forum mais les états généraux de Libération et de Marianne pour une première fois dans la maison et pour parler de quelque chose qui n'est pas la culture pour chacun, Dieu soit loué, mais la République pour tous. Alors je vais tout de suite passer la parole à Max Armanet, qui est le directeur du développement de Libération, et qui va vous en dire un peu plus. Merci. Merci Michel. On est très heureux, très content, très fiers d'être avec vous pour cette deuxième édition des États généraux du renouveau, qui sont en même temps le 10e forum qu'on organise et qui vise à créer un réseau citoyen en France, favoriser le débat entre des gens qui ne pensent pas forcément à la même chose, mais en étant persuadés que parfois un dissensus clairement exprimé vaut mieux qu'un faux consensus. Et tout de suite, l'ouverture va certainement nous permettre de l'illustrer. Donc, une République pour tous, c'est vrai que ça nous a permis de remettre finalement cette devise de la République, liberté, égalité et fraternité. C'est vrai que la construction de ces États généraux se font avec des associations, des fondations. Il y a tout un travail collectif qui se déroule sur plusieurs mois. Avec, pour donner un petit peu l'idée de la façon dont on passe, on est déjà en train d'imaginer quelle pourrait être la prochaine édition, les 3e États généraux qui se tiendraient à ce moment-là en janvier 2012. Et c'est vrai que Grenoble qui nous accueille, qui nous permet de tenir ces débats citoyens, a priori sera ce temps qui peut-être lancera d'une certaine manière démocratique la campagne présidentielle. Donc tout d'abord, merci à tous ceux qui ont permis que ces États généraux se tiennent sous le signe de la gratuité, du libre accès. La mairie de Grenoble, et je vais donner la parole à Michel Destot, la métro de Grenoble, la communauté, qui a joué un rôle également très important. Marc Bayetto avait prévu d'être là et il nous prie de vous transmettre ses excuses, puisqu'il y a un débat à la métro qui dure, donc il n'a pas pu se joindre à nous, mais en tout cas, il vous transmet ses amitiés. La région également qui nous a aidés. L'université Stendhal, et ça c'est très important, l'Institut d'études politiques. Tout ce maillage étudiant qui permet quand vous irez sur le web, cette construction entre des journalistes professionnels et finalement des étudiants qui ont envie de faire partager leur regard sur l'actualité, l'actualité qui se fait, l'actualité aujourd'hui se fait ici à Grenoble. Donc Michel Destot. Merci, vous pouvez applaudir Max Armanet, qui était la cheville ouvrière de la préparation de cette rencontre. À mon tour de remercier Michel Laurier de nous accueillir ici à la Maison de la Culture de Grenoble, MC2. Merci surtout à Libération, à Marianne, à l'ensemble des clubs et fondations qui ont participé à l'organisation de ce qui sera, je crois, un grand débat républicain, pour être dans la note du thème retenu. Vous savez, Grenoble, c'est dans sa tradition, ce débat d'idées. Il y a eu des débats importants, il y a eu des grands discours, il y en a eu des moins grands. Je préfère rappeler le discours du général de Gaulle le 5 novembre 1944, quand il a remis la Croix de la Libération à mon prédécesseur, Frédéric Lafleur, pour montrer que Grenoble, capitale des maquis, Grenoble, la résistante, méritait d'être honorée, ça avait de l'allure. Je me souviens aussi de ces grands débats républicains. Georges Pompidou, Pierre Mendès France. Pierre Mendès France, qui était député de Grenoble, ça avait aussi beaucoup d'allure. J'espère que les débats que nous aurons au cours de ces journées seront des débats utiles, républicains, dans la perspective de 2012. Et pour qu'ils le soient, il faut qu'on puisse répondre à l'état de notre société. On le sait, délitement social. Le médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, décrivait les situations de notre pays comme véritablement très affaibli sur le plan social, sur le plan du rassemblement républicain. C'est véritablement ce que nous attendons, c'est qu'on puisse sortir de ces journées avec davantage d'espoir à transmettre à nos compatriotes. Merci. Maurice Safran, c'est la première fois qu'on fait ce forum avec Marianne et on est très heureux de cette association.
Merci. C'est avec enthousiasme que Marianne s'est associée à ces États généraux du renouveau. Je remercie Max Armanet, Laurent Geoffrin, Libération de nous avoir accueillis. Le thème, bien sûr, nous est très, très sensible, la République pour tous. Ce thème, vous le savez tous, est à l'origine de la création de notre journal. Il est important pour nous, évidemment, que ça se passe dans cette ville, Grenoble, la ville de la démocratie active. Mais Grenoble aussi, où il s'est passé cet été un événement politique de grande importance. Il se trouve que le président de la République a tenu cet été à Grenoble des propos qu'on peut à minima considérer comme républicains. Soyons francs, nous les avons considérés, Marianne les a considérés comme anti-républicains, puisque le président de la République évoquait 2 catégories de Français. On aura l'occasion, évidemment, d'en parler au cours de nos débats. Voilà, je n'insisterai pas davantage. Sinon, pour remarquer avec vous qu'il était indispensable que ces 3 jours de débat se passent dans cette ville et pas dans une autre. Merci à tous de votre présence et à tout de suite. Laurent Geoffrin, directeur de Libération et compagnon journaliste républicaine de 30 ans. Je suis désolé, c'est un défilé absolu. J'en ai pour 1 minute, on ne va pas faire un discours. Je suis très content de vous voir, nous sommes contents de vous voir à Libération. C'est la 4e année qu'on vient ici, et donc nous sommes devenus complices, sinon amis. Alors, Maurice dit qu'on a choisi le thème de la République pour tous à cause d'un certain discours qui, paraît-il, n'était pas exactement inspiré par cet esprit-là, celui de la République pour tous. Bon, c'est un peu vrai, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que la campagne qui va s'ouvrir, la campagne électorale, celle de 2012, les fractures françaises seront au cœur du débat, au cœur de la discussion. Les fractures sociales, les fractures urbaines, les fractures communautaires. Et la question est simple, est-ce que la République, dans son acception classique, tutélaire, universaliste, suffit à répondre à toutes ces souffrances, à toutes ces difficultés, ou bien est-ce qu'il faut imaginer une démocratie nouvelle, renouvelée, plus directe, plus régionaliste, par exemple, ou même plus sensible aux différences, ou bien est-ce que c'est ouvrir justement un peu plus la voie au fractionnement communautaire? Ce sont des questions sur lesquelles on réfléchit beaucoup, et à Marianne et à Libération, et ce sera donc le thème de nos discussions communes. Et donc je déclare ouverte, non pas la campagne électorale, peut-être la pré-campagne, je ne sais pas, hein, bon, c'est pas mon affaire, mais... Non, je déclare ouverte la campagne des idées. Voilà. Très bien. Et un premier débat. Merci à Ségolène Royal et à Dominique Villepin d'avoir bien voulu venir à Grenoble ouvrir. Voilà. Voilà, bon, on va commencer tout de suite. Vous n'êtes pas venus pour écouter les journalistes, j'imagine. Donc le débat avec Ségolène Royal et Dominique de Villepin, qui est un débat assez rare, me semble-t-il. Enfin, il a peut-être déjà eu lieu, mais non, pas du tout. C'est une première, formidable. Donc ce débat va nous être présenté avec beaucoup d'intelligence et de sagacité par Gilles Finkelstein, qui est le président, j'imagine, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Merci Laurent, bonjour à vous tous. Max Armanet l'a dit tout à l'heure, les États généraux du renouveau, c'est un espace de débat pendant 3 jours. Et nous sommes très heureux que des responsables politiques de premier plan aient accepté de participer à ce débat parce que c'est très rare. Et nous sommes très heureux que ce soit vous qui ayez accepté parce que vous faites entendre l'un et l'autre une voix singulière dans votre camp. Je vais parler plus fort. Quand on n'est pas journaliste, on a des problèmes, c'est ça? Le thème de ce débat, c'est un nouveau souffle pour la Ve République. À vous entendre et à vous lire l'un et l'autre, vous dressez un constat sévère de la situation actuelle, non seulement de la situation économique et sociale, mais aussi du fonctionnement de notre démocratie.
et donc sur la nécessité de ce nouveau souffle. La question par laquelle je voudrais que l'on commence, si vous en êtes d'accord, c'est de savoir quel est le problème principal qui doit être résolu. Un nouveau souffle pour la Ve République. Est-ce que le problème principal, c'est la Ve République, c'est-à-dire c'est un problème d'ordre institutionnel, ou est-ce que c'est un problème plus politique, et dans ce cas-là, c'est la République qu'il faut refonder? Voilà la question. Un problème d'abord institutionnel ou un problème d'abord politique? D'abord la Ve, d'abord la République. Dominique de Villepin, si vous voulez commencer. Merci à vous toutes et vous tous d'avoir accepté de venir partager avec nous quelques idées, et merci aux organisateurs de nous recevoir. À votre question, j'aurais tendance à répondre, et en ce lieu, ce ne serait pas déplacé. Vous posez une double question, et donc je réponds oui, les deux problèmes en même temps, mon général. Je suis convaincu qu'il y a un problème républicain en France et il y a un problème lié à une Ve République qui a donné ce qu'elle avait à donner, mais qui aujourd'hui, dans un monde qui a profondément changé, connaît des institutions qui souffrent d'inadaptation. Et donc, la République, aujourd'hui, de quelque façon qu'on la regarde, elle n'est pas une République pour tous. Il suffit de constater la prépondérance en France des élites, d'une certaine oligarchie par rapport au peuple français, très décalé, donc une situation de fracture sur le plan républicain. De la même façon, République efficace, à l'évidence, non. Nous avons une sorte de difficulté, pour ne pas dire d'incapacité historique, mais qui s'est aggravée à fabriquer de la décision, je ne dis pas seulement du consensus, mais de la décision. Nous avons du mal à décider et donc à inscrire nos efforts et notre action dans la durée. Or, nous le voyons bien, dans le combat mondial, les pays capables d'agir avec ténacité dans la durée, définir une politique industrielle, définir des stratégies sociales, être capables de mener la bataille de la compétitivité, ces pays-là ont un avantage. Quand on est divisé, quand à chaque alternance et à chaque élection présidentielle, on remet tout sur la table, eh bien, on a tendance à se livrer pieds et mains liés à l'immobilisme. Et mon inquiétude, à la veille de cette campagne présidentielle, c'est que nous rejouions la même partition. Je dis bien inquiétude, parce que ma conviction, c'est que droite et gauche, aujourd'hui, n'ont pas mesuré à quel point les outils du politique, les outils de la République, les institutions qui sont les nôtres, ne nous permettent pas d'agir efficacement et de façon républicaine dans notre pays. Alors on peut aller de sa proposition, on peut aller de sa différenciation. L'impuissance du politique et l'impuissance du système qui est le nôtre est telle que quoi qu'il arrive et quelles que soient nos bonnes intentions, les résultats seront les mêmes. Alors je prends quelques exemples. 31 départements ministériels aujourd'hui. C'était 40 et quelques il y a quelques mois. 31 ministres qui se partagent l'exécutif, avec un Premier ministre faible et une absence d'équilibre au sein de l'exécutif. Est-ce que tout cela peut faire une politique? Non. Ça fait des projets de loi, ça fait des inaugurations, ça fait des discours, ça ne fait pas une politique dans la durée qui permette de défendre les intérêts de notre pays, ni en France, ni dans le monde. Prenons les choses à un autre échelon, territorial, 22 régions métropolitaines. Face aux Länder allemands, face aux grandes provinces espagnoles ou italiennes, est-ce que nous avons la capacité de peser, de projeter, de nous transformer de façon à marquer des points? À l'évidence, non. C'est pour cela que je propose, à l'échelon des ministères, de définir sur un plan constitutionnel une dizaine de grands portefeuilles qui n'auront pas vocation à changer à chaque alternance,
mais qui permettront de restructurer l'État. Aujourd'hui, l'État, il change tous les 5 ans, en fonction, quand je dis tous les 5 ans, c'est même parfois tous les 2 ans, en fonction des changements de Premier ministre, qui redéfinissent et redécoupent l'action ministérielle. De la même façon, je propose que l'on revienne à 8, 10 grandes régions qui permettent de redéfinir l'action et la capacité de nos territoires pour projeter cette puissance française. Je prends un exemple. Est-ce que, quel que soit le talent, et les hommes et les femmes de notre pays, les responsables de notre pays ne sont pas en cause, est-ce qu'on peut aujourd'hui défendre un équilibre régional quand on n'a pas de grande métropole, quand on n'a pas un grand aéroport et quand on est sur une façade littorale, un grand port? C'est très difficile de reconstruire le territoire et d'en faire une force dès lors que ces atouts ne sont pas dans la main de ceux qui ont décidé. Par ailleurs, constatons que nous n'avons pas été jusqu'au bout de la décentralisation. Nous sommes dans un système hybride où personne ne sait qui décide et, peut-être plus grave encore, personne ne sait qui paye. Cette complexité française, il faut y mettre fin, et je le redis, ce n'est pas un problème aujourd'hui de droite et de gauche, c'est tout simplement aller jusqu'au bout de la République pour constater que la République est inefficace, c'est aller jusqu'au bout de la République pour constater que l'État est trop souvent impuissant, et c'est définir la responsabilité de chacun des grands acteurs de façon à ce que les grands principes qui sont les nôtres puissent vivre. Je termine, pour passer la parole à Ségolène Royal, le suffrage universel qui est le principe cardinal de la démocratie et qui est au cœur de notre système républicain. Ce suffrage universel n'est pas assez puissant aujourd'hui pour irriguer la capacité d'agir de l'ensemble des forces. Je propose que les présidents de région soient élus au suffrage universel. Je propose qu'ils aient une vraie légitimité et que l'ensemble des présidents de région puissent retrouver le président de la République et le Premier ministre. C'est une façon aussi de prendre acte du jeu démocratique en fonction des couleurs des uns et des autres pour se retrouver dans un conseil territorial qui permettrait justement de définir dans le long terme, parce que le drame de la politique d'aujourd'hui, c'est non seulement qu'elle est inefficace, mais c'est qu'elle n'inscrit pas la défense des intérêts dans le long terme. Un exemple, là encore, la lutte contre les déficits. Nous savons tous qu'il faut 10 ans pour que la France revienne à l'équilibre en matière budgétaire. Alors, première chose, inscrivons sur le plan constitutionnel la règle de budget voté en équilibre et faisons en sorte que sur ces 10 années, on puisse à la fois avancer en liaison avec nos partenaires européens dans la voie de recherche de cet équilibre et en même temps que l'on puisse préserver la croissance, là où aujourd'hui on ne réduit pas suffisamment les déficits et en même temps on noie la croissance. Ségolène Royal, le constat de Dominique de Villepin, République inefficace et impuissante. La proposition de Dominique de Villepin, le président de région, vous êtes élu au suffrage universel. Votre point de vue? Alors, Dominique de Villepin, bonjour à tous. D'abord, merci de nous avoir invités à ce débat central aujourd'hui dans la vie politique française. Dominique de Villepin vient d'aborder la question de la réforme des institutions. C'est un sujet effectivement central pour revivifier la République. La question est de savoir au nom de quoi est-ce que nous voulons faire et au nom de quoi faudrait-il faire une réforme des institutions. Au fond, la réponse est simple. C'est que la République, c'est un combat. La République, c'est un combat pour remettre le peuple au cœur de la décision politique. La République, c'est ce qui est fait par le peuple, pour le peuple, le pouvoir du peuple. Et à partir de cet objectif politique majeur, et peut-être pour éclairer nos débats par des héros de combattants de la République d'aujourd'hui, moi je voudrais, pour commencer, rendre hommage à 3 héros d'aujourd'hui du combat de la République. Alors, vous allez voir, ils n'ont pas beaucoup de liens les uns avec les autres, mais chacun illustre un des grands principes de notre République. Le premier nous rappelle que la République est fille de la Révolution française et de la soif de liberté et de justice. C'est le soulèvement des peuples, et en particulier celui du peuple tunisien. Le second, c'est une femme qui me paraît être une héroïne du combat de la République d'aujourd'hui, parce qu'elle nous rappelle que la République est incompatible
avec la collusion du pouvoir politique, du pouvoir de décider et du pouvoir de l'argent. Cette héroïne, c'est Irène Frachon, qui a dénoncé le Mediator, le médicament qui tue. Et elle l'a fait avec une énergie, un courage, malgré les pressions de toutes sortes, malgré les menaces. Et au bout du compte, elle a fini par se faire entendre. Et ça, pour moi, c'est une héroïne de la lutte pour la République d'aujourd'hui. Et puis, j'ai envie de citer aussi les héros contemporains de la République d'aujourd'hui, ceux qui agissent tous les jours, en première ligne, auprès des citoyens, pour défendre le lien républicain, même dans les endroits où c'est le plus difficile. Et pour moi, les héros de la République sont aussi les hommes et les femmes que j'ai rencontrés ce matin à Grenoble, avec Michel Destot, dans le quartier de l'Abbaye, les enseignants, les animateurs sociaux, les directeurs de maisons de la jeunesse et de la culture, la directrice de la structure Passerelle, celle qui se bat avec l'école primaire, avec le collège, dans un quartier où le taux de chômage est de 43%, ou à l'école maternelle, c'est-à-dire les enfants de 0 à 3 ans sont issus de familles où 45% d'entre elles sont en dessous du seuil de pauvreté, où 23% des familles sont monoparentales. Eh bien, la République, c'est cela aussi, c'est tenir la promesse républicaine d'une école qui est partout, et c'est le message qui consiste à dire qu'aucun quartier ne doit être abandonné par la République. Et si j'ai choisi de mettre en valeur ces 3 types d'héroïsme de la République d'aujourd'hui, c'est parce que la République doit tenir sur ses 2 jambes, la jambe démocratique et la jambe sociale. La jambe démocratique, c'est en effet toute la réforme des institutions, c'est la démocratie parlementaire, la démocratie syndicale, la démocratie participative, la démocratie territoriale, qui ont sans cesse besoin d'être revivifiées, d'être réformées, d'être améliorées, d'être même créées. Et puis, c'est bien sûr l'autre jambe, c'est la justice sociale, parce que notre République, elle est à la fois démocratique et sociale. Et ça, ne l'oublions pas, la réforme des institutions n'est qu'une des parties du nouveau souffle à donner à la République. Puisque depuis le combat de Jaurès, qui s'est battu pour que la République devienne aussi une République à dimension sociale, depuis le Front populaire, qui s'est battu pour que la République ait une dimension sociale, depuis le Conseil national de la résistance, qui a repris ce combat de la République sociale, parce qu'il fallait bien que l'œuvre du Conseil national de la résistance soit à la hauteur du sacrifice de ceux qui avaient donné leur vie dans la résistance. Et puis 1981 avec François Mitterrand, c'est la continuité de l'œuvre qui donne à la République une dimension sociale très forte et qui reprend l'œuvre du Front populaire avec la 5e semaine de congés payés, avec la retraite à 60 ans, avec les lois Auroux et bien d'autres progrès sociaux, et le relèvement du SMIC et le relèvement des bas salaires. Pourquoi cette œuvre? Parce que la République est aussi essentiellement à dimension sociale. Il me semble qu'aujourd'hui, le principal combat est à égalité entre une réforme des institutions dont parle Dominique de Villepin et sur lequel il peut y avoir une convergence entre les républicains, mais que le combat essentiel aujourd'hui, ce à quoi aspirent d'ailleurs les Français, on le voit bien, c'est la dimension république sociale, avec l'aspiration à plus de justice, à plus d'égalité, dans des sociétés où aujourd'hui, finalement, les agences de notation ont davantage de pouvoir que le peuple. Est-ce que c'est normal? Non, ça n'est pas normal. Est-ce que ça peut être changé? Oui, ça peut être changé. Et donc ce combat-là, il est permanent, il n'est jamais achevé. Le combat républicain n'est jamais achevé, puisque par définition, du côté du pilier démocratique, ceux qui ont du pouvoir ont toujours tendance à en abuser, donc le combat démocratique, il est toujours d'actualité. Et du côté de la justice sociale, par définition, puisque les rapports de force, les forces de l'argent vont toujours réinjecter de l'inégalité sociale
surtout lorsqu'on subit aujourd'hui des politiques aussi injustes. Donc le combat pour la République sociale est aujourd'hui le combat essentiel. Enfin, je voudrais dire que dans cette République sociale, on pourra y revenir au cours du débat. Il y a bien sûr la sécurité sociale, il y a la question de l'école, il y a la question des services publics, il y a la question de la juste répartition des richesses. Donc toutes ces questions-là font partie de la problématique républicaine et je crois que ce serait une erreur de limiter la question du nouveau souffle à donner à la République à une question seulement institutionnelle. Enfin, pour terminer, je voudrais dire que la République, c'est de passer des discours aux actes, c'est de passer du droit aux faits, c'est de passer des principes aux actions, c'est de passer de l'idéal au réel. Et comme le disait si justement Gambetta devant le Parlement, elle avait cette belle phrase: la vraie démocratie, messieurs, ce n'est pas, il n'y avait pas de femmes à ce moment-là au Parlement, la vraie démocratie, messieurs, ce n'est pas de reconnaître des égaux, mais d'en faire. Et dans cette continuité, et pour faire plaisir à Dominique de Villepin, je vais citer le général de Gaulle, qui confiait au soir de sa vie à Michel Debré, c'est dans ses mémoires, ce qu'il considérait comme sa seule défaite. Il disait ceci: nous n'avons pas su apprendre à la bourgeoisie d'argent le sens de l'intérêt général. Alors vous le voyez, le combat pour la République, le combat pour la justice, le combat pour la démocratie, il est aujourd'hui devant nous, il est à conduire aujourd'hui et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de travail à faire. Alors, merci Ségolène Royal. On vient d'entendre deux discours très républicains. Ségolène Royal a mis l'accent volontairement, elle est membre du Parti Socialiste, un peu étonnant, sur le social, évidemment, sur la dimension, sur la République sociale. Dominique de Villepin a parlé, non pas qu'il soit négligent vis-à-vis du social, j'imagine, mais il a parlé surtout de l'organisation de la démocratie française. Donc je lui pose la question, parce que vous avez deux discours qui sont pas opposés, hein, qui tendent à se compléter. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la convergence? Et vous êtes également un républicain social, très social, extrêmement social? Républicain social, gaulliste social, et surtout aujourd'hui de me confronter, parce que l'expérience qui a été la mienne a eu quelques moments heureux et quelques moments douloureux, soucieux de me confronter à ce plafond républicain et donc à cette impasse auquel nous nous heurtons aujourd'hui. Pour reprendre une apostrophe célèbre à la veille de l'effondrement de l'Ancien Régime, on pourrait aussi transposer l'apostrophe pour l'adapter à notre temps. Est-ce que 30 millions de Français, c'était le nombre de Français à l'époque, à la fin de l'Ancien Régime, ont vocation à faire le bonheur toujours de 200 000 nobles? La question sociale reste posée aujourd'hui. À l'évidence, au sein de la question républicaine, le problème, c'est de savoir par où on prend les choses. Et je dois dire que je fais partie de ceux qui ont le sentiment que la France a épuisé les charmes de l'idéologie ou des idéologies et qu'il faut renouveler aujourd'hui nos idées et nos visions. Je prendrai deux exemples, parce que pour moi, la République sociale, c'est une République qui a des mains. Et ce qui me préoccupe, c'est que notre République, je l'ai dit, elle n'est ni pour tous, ni efficace. C'est comment fait-on pour donner des mains à la République? Donc je prends deux exemples volontairement dans des champs différents de ce que devrait être, à mon sens, la République sociale. Ségolène Royal, à juste titre, parle de la question des banlieues, qui est une préoccupation pour tous les républicains aujourd'hui. Comment accepter que 10% de la population française aujourd'hui vive à l'heure encore de la ségrégation, de la discrimination, et n'a pas la place, en tout cas pas la reconnaissance, et pas les mêmes chances que l'ensemble des Français? C'est une question que doit se poser tout républicain. Aujourd'hui, comme hier, nous vivons à l'heure des grands projets. Le dernier en date était la promesse d'un plan Marshall pour les banlieues, qui tombent du ciel, c'est-à-dire d'en haut de l'État central, et qui ont vocation, clé en main, à s'appliquer dans nos cités. À l'évidence, cette pensée-là, cette République-là est épuisée. Comment faire pour renouveler les choses?
Je crois que la République, elle a vocation à la fois à conjuguer, comme le rappelait Ségolène Royal, cette exigence centrale du suffrage universel, du peuple, mais en même temps du projet. Comment le faire dans les cités? Mon sentiment, c'est que permettre aux populations concernées, à ceux des cités, de défendre leur propre projet, à travers des outils, parce qu'une fois de plus, la République, elle ne peut que se construire qu'avec des outils, et nous manquons d'outils. Et c'est pour cela que je propose qu'il y ait des conseils des quartiers, ils existent aujourd'hui, élus au suffrage universel, qui aient la capacité de peser sur la vie des quartiers. De la même façon, constatons que la représentation nationale ne représente pas ces territoires. Comment faire? Faisons en sorte, par une grande réforme du Sénat, par un changement du mode d'élection sénatoriale, eh bien que les sénateurs puissent aussi représenter ces territoires, pas seulement les territoires ruraux, mais également les cités. Quelques idées qui me paraissent être susceptibles de revitaliser le débat démocratique, de redonner confiance à des populations qui vivent en marge de la République, mais surtout de redonner des mains à la République. Deuxième exemple, l'entreprise. On est au cœur du social. L'entreprise, c'est la vie quotidienne de beaucoup de nos compatriotes, même si malheureusement des pans entiers de notre économie sont aujourd'hui en voie de connaître des hémorragies terribles, à 1 million d'emplois industriels détruits au cours des dernières années. L'entreprise. Est-ce que l'entreprise, en dépit des mots, est un lieu de dialogue social? Est-ce que l'entreprise dispose des outils qui permettent, dans la crise, et la crise, on le sait, est structurelle, c'est-à-dire pour les prochaines décennies qui viennent, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Est-ce que l'entreprise a les moyens d'un dialogue partagé et d'un accès collectif à une décision qui engage l'ensemble des membres de cette entreprise? Je propose, tirant les leçons d'expériences étrangères, mais adaptées à ce qui existe en France, que nous mettions en place une cogestion à la française, une codirection à la française, donnons des mains une fois de plus à la République sociale, et que donc les conseils d'administration et conseils de surveillance dans les entreprises de plus de 500 salariés puissent être ouverts pour un tiers aux salariés de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est une parodie de dialogue social que nous avons dans notre pays. Aujourd'hui, la représentation syndicale, c'est quelques pourcents des travailleurs de notre pays. Elle n'est pas véritablement représentative des aspirations de nos concitoyens. Or, nous savons qu'il y a une souffrance, et nous partagerons ce constat, il y a une souffrance au travail. Les conditions de travail posent des problèmes. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat, il y a des problèmes de temps de travail, il y a des problèmes d'intéressement et de participation au sein de l'entreprise. Comment le faire si ce n'est avec les salariés? Alors on peut dénoncer à l'infini les injustices dans l'entreprise. Et je partage la réflexion de ceux qui souhaitent mettre sur la table, par exemple, les licenciements boursiers. Mais est-ce que nous avons là des outils qui nous permettront d'agir? Je pose la question, efficacement. Une cogestion à la française, une codirection, permet de faire ce que les Allemands ont fait pendant des années, c'est-à-dire de relever un défi historique dans la durée, avec des salariés, des partenaires sociaux qui sont engagés et qui s'engagent à travers des décisions communes. Donc, une fois de plus, mon obsession aujourd'hui, à partir de l'expérience qui est la mienne, c'est notre République n'a pas de main. Quelle main dans les cités? Quelle main dans l'entreprise? Quelle main au niveau des pouvoirs centraux? Est-ce que la justice française aujourd'hui est capable de peser indépendamment et seule? Donnons des mains à la justice, c'est-à-dire donnons-lui son indépendance. Donc une fois de plus, j'admets tous les débats, je pense que le débat droite-gauche sur ces sujets est à renouveler complètement. Et qu'il faut donc poser la question en termes de ce qui peut changer la réalité des Français. C'est ça le débat d'aujourd'hui. Or, tel que les choses se préparent, dans la prochaine campagne présidentielle, nous avons vocation à nous affronter sur des thématiques qui nous feront plaisir, qui feront à nouveau des promesses aux Français, comme on l'a connu depuis des décennies, mais qui ne changeront rien. Je dis pour mémoire, l'expérience qui a été la mienne quand je suis arrivé en 1995 au terme d'une campagne présidentielle, j'allais dire formidable, héroïque à certains égards. Un noyau de quelques individus, même pas les doigts d'une main, se battant contre la pensée commune. Eh bien, j'arrive comme secrétaire général dans mon bureau à l'Élysée, et je peux vous dire, en tout et pour tout, comme outil du secrétaire général dans la République, une grande console téléphonique, très archaïque, et pas de main, rien. Là, vous avez le vertige, là, vous vous dites, mon Dieu, toutes ces promesses, comment allons-nous les tenir? Et je vois que
un certain nombre d'années plus tard, rien n'a changé. On reconnaît la qualité d'un débat à la capacité à se mettre d'accord sur ses accords et sur ses désaccords. Donc Dominique de Villepin vient d'avancer beaucoup de propositions, de réformes parfois très importantes, à la fois de notre démocratie sociale et de notre système institutionnel. Alors Ségolène, quels sont les accords et les désaccords? Alors, sur la nécessité d'approfondir la démocratie sociale, c'est évident. Seulement, il faut passer là aussi enfin des discours aux actes. La démocratie sociale fait partie des 4 piliers de l'amélioration du fonctionnement démocratique de notre République. Il y a la démocratie parlementaire, et je crois qu'une des principales réformes pour vivifier cette démocratie parlementaire, c'est d'enfin, une bonne fois pour toutes, d'en finir avec le cumul des mandats. Et cumul de fonctions. Qui permettra peut-être enfin d'accéder à la parité et de diversifier la représentation sociale à l'Assemblée nationale. Il y a ensuite la démocratie sociale, je dirais la démocratie syndicale. N'ayons pas peur des mots, parce que parfois on parle de démocratie sociale et dès qu'on parle de syndicats, là, on recule un peu. Je n'ai pas entendu Dominique, par exemple, parler de syndicats, de démocratie syndicale. Alors on édulcore, on dit les représentants des salariés, etc. Non, il y a un rapport de force, il y a un combat de classe qui continue. Et oui, il est possible d'interdire les licenciements boursiers. Alors, on dit, mais comment fera-t-on ? C'est irréaliste, on le connaît ce discours de l'impuissance politique, parce que dès que c'est un peu provocateur, dès que ça va un peu loin dans le rapport de force financier, à ce moment-là on dit oh, non, il vaut mieux discuter, c'est trop radical. Mais on a besoin d'une partie de radicalité. C'est absolument indispensable, on le voit bien dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où il y a tant de richesses d'un côté, tant de pauvreté de l'autre. Est-il normal que les patrons du CAC 40, au cours de ces dernières années, se soient augmentés de 400% en moyenne et que les salaires n'aient augmenté que de 3,5%? Est-ce que c'est normal? Donc le dialogue syndical, il doit permettre une plus juste répartition des richesses et il doit permettre dans l'entreprise, et là je rejoins Dominique de Villepin sur la question d'une partie du modèle nordique, que je préfère au modèle allemand, parfois qu'on symbolise de façon un peu trop positive, mais par rapport au modèle nordique, où la démocratie sociale dans l'entreprise explique une partie de la compétitivité économique dans l'entreprise. Et je suis convaincue que l'archaïsme des relations sociales en France explique une partie de la perte de compétitivité des entreprises. Car quand les partenaires sociaux sont capables de se parler, de partager les informations sur les stratégies de l'entreprise, alors ils sont capables d'assumer des mutations économiques difficiles. Et c'est pourquoi moi je propose non seulement de rétablir, elle n'a jamais vraiment existé, mais de créer une démocratie sociale digne de ce nom dans l'entreprise en donnant aux organisations syndicales la possibilité de rentrer au conseil d'administration des entreprises, au conseil de surveillance des entreprises et dans les petites et moyennes entreprises, d'avoir accès aux stratégies économiques de l'entreprise, comme c'est le cas dans les pays du nord de l'Europe, parce que comme ça, nous pourrons, quand il y a des mutations économiques difficiles, créer, et c'est une de mes propositions que j'ai d'ailleurs réalisée dans la région que je préside, la sécurité sociale professionnelle. Qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale professionnelle? C'est le fait de pouvoir garder un salarié plutôt que de le laisser basculer dans le chômage, son contrat de travail, c'est-à-dire sa dignité de salarié, 90% de son salaire, et en contrepartie de lui demander d'accéder à une formation professionnelle. Et donc ça évite les drames sociaux où l'on voit des centaines de salariés jetés à la rue, et puis ensuite la mémoire de l'entreprise souvent qui disparaît, le savoir-faire de l'entreprise qui disparaît, et quand l'entreprise se reconstruit, se reconstitue, retrouve des marchés, etc., elle a perdu la matière,
humaine de l'entreprise. Et cet exemple-là, je l'ai mis en place dans l'entreprise de Liège, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire que j'ai fait ce que je crois que l'on peut faire au niveau national, car je ne vois pas pourquoi ce qui est possible au niveau d'une région ne le serait pas au niveau national. C'est que d'une part, j'ai conditionné l'ensemble des aides économiques aux entreprises à l'interdiction de licencier ou de délocaliser si elles font des bénéfices. Au début, ça a un peu renaclé, mais maintenant, ça marche. J'ai décidé avec la région, et je suis la seule région à avoir fait cela, et je pense que c'est possible au niveau d'un État qui voudrait garder ces industries stratégiques plutôt que de les voir se délocaliser ou fermer. Je suis rentrée au capital de l'entreprise de Liège, donc dans une entreprise privée où la région possède maintenant 30% du capital, et sans cette action, l'entreprise aurait fermé. Et pour permettre à l'entreprise de finir la mise au point de son véhicule électrique et de conquérir des marchés, nous avons pris, nous la région, en sécurisation des parcours professionnels, plus de 200 salariés à qui nous maintenons 90% du salaire, et en contrepartie, l'entreprise leur maintient leur contrat de travail et va les réembaucher en priorité avec des formations professionnelles complémentaires lorsqu'elle va pouvoir reconquérir ces marchés. Et donc, je crois que la République, pour en venir à ce nouveau souffle, c'est aussi un État plus fort qui invente des tâches nouvelles. Parce qu'une République qui doit pouvoir distribuer, c'est une entreprise qui doit aussi pouvoir produire, où la capacité entrepreneuriale doit pouvoir être encouragée. Et comme nous subissons des mutations économiques très douloureuses, une mondialisation extrêmement problématique, mais qu'en même temps nous avons des perspectives de développement économique très puissantes, en particulier dans le domaine de la croissance verte, dans le domaine de tous les champs de l'innovation liés à la croissance verte et qui touchent tous les secteurs industriels, que ce soit les déplacements, les nouveaux matériaux, l'agriculture biologique, les nouveaux carburants, etc., dans la construction, dans laquelle il y a aujourd'hui des innovations considérables. Donc, il y a un potentiel de développement économique, mais pour pouvoir anticiper la conquête de ces nouveaux marchés, à partir du moment où on est dans un pays, vous le savez bien, où le système bancaire ne joue pas son rôle, et où aussi la République qui produit, c'est une République qui est enfin capable d'imposer aux banques un certain nombre de droits et de devoirs en contrepartie de la façon dont elles ont été renflouées par les contribuables. Comment se fait-il que nous n'ayons toujours pas, et c'est une proposition que je fais, cette réforme qui oblige les banques à séparer leurs activités économiques de leurs activités spéculatives, comme ça a été fait aux États-Unis d'Amérique. Alors ce qui est possible chez Obama, ça n'est pas possible chez nous? Si, c'est possible chez nous. Et d'obliger les banques à réserver une partie de leurs encours pour les prêts aux petites et moyennes entreprises, ce qu'elles ne font pas aujourd'hui. Elles ne prennent aucun risque alors même qu'elles sont garanties et qu'elles sont assurées. Mais ça aussi, ça doit changer. Et donc, vous voyez que la République qui produit, la République qui fait le dialogue social dans l'entreprise, c'est aussi une République performante sur le plan de développement économique. Et juste un mot par rapport à ceux qui sont très dubitatifs sur ce que j'ai annoncé sur l'interdiction des licenciements boursiers. Est-ce que vous trouvez juste, est-ce que vous trouvez normal que dans cette entreprise Ludanone, il y a 10 ans, les salariés aient été jetés à la rue, l'entreprise fermée, c'est une friche industrielle maintenant, je suis allée sur place. Il a fallu attendre 10 ans, et entre-temps plusieurs suicides de salariés, 10 ans, pour qu'enfin la Cour d'appel de Paris annule ces licenciements au motif qu'ils n'avaient rien d'économique. Parce que lorsqu'ils ont regardé les résultats économiques de l'entreprise, ces résultats étaient en croissance permanente année après année. Les dividendes boursiers étaient en augmentation permanente année après année. Donc non seulement ce n'était pas seulement une entreprise qui faisait des profits, mais c'est une entreprise dont les profits augmentaient année après année. Et la seule justification de la fermeture de cette entreprise, c'est les logiques boursières à l'intérieur de l'entreprise. Il y a des gens qui sont payés pour ça maintenant, il faut le savoir, dans les entreprises, qui sont payés pour dégraisser, comme on dit, ce mot horrible, qui dit simplement que les ouvriers sont traités comme des machines ou comme des objets. Et je le dis à nouveau aujourd'hui devant vous, oui, si je suis élu, puisque nous passons dans cette perspective,
Oui, nous remettrons la démocratie sociale au cœur de l'entreprise parce que c'est un facteur d'efficacité économique. Oui, je ferai la réforme bancaire parce que j'estime que les banques qui reçoivent les dépôts des gens doivent être au service des gens et donc au service des entreprises qui créent de l'activité et de l'emploi. Oui, nous interdirons les licenciements boursiers parce qu'il est intolérable que les entreprises qui font des bénéfices puissent jeter à la rue des salariés qui sont à l'origine de cette richesse qu'elles ont accumulée. Et je suis convaincue qu'en tenant bon, de façon pédagogique, en expliquant clairement la façon dont on va s'y prendre, parce que c'est possible, parce qu'il y a des règles économiques qui non seulement le permettent, mais qui vont aussi, grâce à ces réformes, renforcer le système économique. Et je le répète, il n'y a pas d'un côté la gauche qui veut partager avant même d'avoir pensé à produire. Moi, ce que je propose au contraire, c'est de montrer à quel point la façon dont on organise les ressources humaines dans l'entreprise, dialogue social, formation professionnelle, éducation tout au long de la vie, valorisation des acquis de l'expérience, entrée des collectivités publiques au capital des entreprises stratégiques, innovation sur la croissance verte, comment est-ce que ces priorités-là sont à la fois un progrès social extraordinaire, mais aussi un progrès économique qui nous permettra d'augmenter les bas salaires, parce que la question des bas salaires, c'est aujourd'hui la question sociale centrale. Alors, pour essayer d'avancer dans le débat, je vais essayer de me faire paradoxalement le porte-parole de ce que Dominique de Villepin appelait tout à l'heure la pensée convenue, celle qu'il a combattue en 1995 avec succès. Ce qui vous est rétorqué aux Républicains, Villepin ou Ségolène Royal en l'occurrence, c'est que dans le contexte de la mondialisation, que dans le contexte de la construction de l'Europe, c'est bien gentil ce que vous dites, c'est bien sympathique, mais ça n'a pas d'efficacité possible. Ça ne peut pas se construire sur le plan national et dans le cadre de la République française. Donc de quelle façon vous répondez à cet argument-là qui visiblement pèse énormément dans le débat actuel? C'est mon point de départ, hein, Maurice. Mon point de départ, c'est que la logique d'adaptation et d'ajustement, de bonnes intentions, de bons sentiments, n'est pas à la mesure des enjeux et des défis qu'il nous faut relever. Nous sommes aujourd'hui dans une situation telle que seule une véritable refondation et une capacité à nous doter de nouveaux outils nous permettra de marquer des points et de relever le défi. C'est pour cela que quand je dis qu'il faut remettre le pouvoir politique en ordre de marche et restaurer la décision, à l'évidence, tous ceux qui ont été ministres savent que la première préoccupation des ministres, c'est pas de décider. Première chose que fait un ministre, c'est de poser son cartable sur son bureau et de se précipiter sur une télévision pour aller raconter ce qu'il va faire dans les 5 prochaines années. La tyrannie de l'instant, la tyrannie de l'image l'emporte sur le souci de l'efficacité. Et c'est pour cela que, et j'y reviens, la clé, c'est quels outils, quels leviers, quelles mains donne-t-on à la République? Je reprends l'exemple, parce qu'il est intéressant, et je ne doute pas un seul instant, de l'importance à la fois de s'indigner et de l'importance de chercher à changer les choses quand on peut le faire. Les licenciements boursiers, c'est un bon exemple. À l'évidence, quand on explique à n'importe qui, écoutez, voilà une entreprise qui fait d'importants bénéfices, si on parle à quelqu'un de droite, d'importants profits, si on parle à quelqu'un de gauche, c'est inacceptable, regardez, il licencie. Très bien. Mais interdire les licenciements, ça équivaut à quoi? Adresser un signal très clair à l'entreprise que bénéfice, sérieux, s'abstenir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement cacher leurs bénéfices. Ils vont provisionner tous les risques possibles. Et ils vont faire ce qu'ils font déjà pour beaucoup, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent en dehors de nos frontières, délocaliser, ne pas employer, ce qu'ils font pour beaucoup sur le territoire national, et ne pas faire de bénéfices en France. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus matière à interdire les licenciements boursiers, parce que la matière même se sera évaporée. Et c'est ça qui est compliqué dans le monde moderne. C'est que nous sommes dans un monde où les marges de manœuvre des acteurs sont immenses, où la capacité de comportement, de ruse, l'histoire, on le sait, a une capacité de ruse formidable, mais les acteurs aussi, les acteurs économiques, ils s'adaptent. Si on leur envoie le signal, demain,
si vous licenciez indûment parce que vous faites des bénéfices, vous serez sanctionné, eh bien, vous verrez que les bilans qu'ils présenteront seront totalement différents. Il n'y a rien de plus facile que de modifier son bilan, moyennant quoi ils paieront moins d'impôts en France, et moyennant quoi ils n'emploieront plus du tout en France. Donc, se méfier que les bonnes intentions ne conduisent pas à des situations d'évitement, de débordement embarrassant. Par ailleurs, et c'est intéressant, parce que Ségolène très justement l'a dit, comment est venue la sanction? Elle est venue par la justice. C'est-à-dire qu'en France, le théâtre de la démocratie française, c'est plus la scène politique. Nous, on est sympathique, on bavarde, on va dans les meetings, mais ceux qui ont une capacité à faire vivre la démocratie aujourd'hui, c'est les instances judiciaires. C'est eux qui sanctionnent un préfet quand il fait des bêtises, c'est eux qui sanctionnent le père de famille quand il abuse, c'est eux qui sanctionnent le chef d'entreprise. Le problème, c'est que la démocratie ne peut pas vivre uniquement à l'heure du verdict judiciaire. Et il faut qu'une fois de plus, la démocratie, ce n'est pas uniquement de régler les comptes à l'intérieur d'une société. Ce n'est pas uniquement de sanctionner ceux qui font des choses mal. Encore faut-il agir. Et moi, mon obsession, c'est de rétablir une capacité de décision. Donc, comment on fait pour retrouver des leviers, une capacité d'action? Tout à l'heure, j'étais à Minatec. Magnifique réalisation. Bravo à tous ceux qui ont contribué, chefs d'entreprise, responsables territoriaux, qui ont contribué au développement d'une telle ambition. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour reprendre l'exemple des PME, nous sommes des petites et moyennes entreprises. Nous avons des gros besoins financiers pour faire de la recherche. Eh bien, la seule façon qu'on trouve des financements, de trouver des financements, c'est d'expliquer suffisamment nos métiers innovants à des banques pour qu'elles finissent par comprendre qu'on a besoin d'investir dans la durée. C'est donc spécifique pour qu'elles puissent nous accompagner. Ceci est beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement fait en Allemagne, parce que les grandes entreprises accompagnent les PME en termes de financement, en termes de recherche et en termes d'exportation. Donc de ce point de vue-là, il faut que nous soyons capables de développer des outils à une échelle beaucoup plus importante et pas uniquement de nous préoccuper de ceux qui ont des difficultés. Parce que le problème, c'est qu'il faut à la fois exigence sociale, éviter la souffrance de ceux qui aujourd'hui sont confrontés au chômage, des entreprises qui ont des difficultés, mais il faut à la fois permettre aux entreprises performantes d'être encore plus performantes, parce que c'est ça le devoir de la France. Or, nous constatons que le fonds d'investissement stratégique, aujourd'hui de plus en plus, eh bien, il est mobilisé pour aider les canards boiteux, ceux qui ont des difficultés. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va reconstruire une industrie française. Nous avons besoin de nous battre à l'avant-garde sur la ligne de front, et en même temps, nous avons besoin d'avoir des moyens pour faire face aux solutions difficiles, et c'est pour ça que j'avais créé le contrat de transition professionnelle pour permettre aux reconversions de s'opérer dans de bonnes conditions. Mais faisons en sorte que les reconversions soient quand même possibles, parce que l'économie, c'est à la fois la création et en même temps la transformation qui est susceptible de créer de la richesse. Donc je crois qu'il ne faut pas nier la réalité telle qu'elle est, et qu'il ne faut pas se battre dos au mur pour empêcher un certain nombre de choses de se faire. Il vaut mieux être capable d'être en initiative, en position de combat, pour justement relever les défis du monde. Alors j'ai une question, vous me pardonnerez, qui est une question journalistique, mais je vous écoute depuis tout à l'heure, et bon, il y a des différences, évidemment. Vous êtes de deux traditions distinctes. L'une a été ministre de François Mitterrand, Lionel Jospin, membre depuis toujours du Parti Socialiste. L'autre, il est chiracien, gaulliste, républicain. Vous avez été dans le même gouvernement que Nicolas Sarkozy, après tout. Et c'est vrai, non? Oui, c'est l'inverse. Oui. Enfin, c'est le contraire. Oui. Enfin, c'est le même gouvernement, en tout cas. Chacun à votre poste. Et donc, c'est deux traditions différentes. Mais tout à l'heure, Ségolène Royal parlait du Conseil national de la résistance. C'est un exemple ancien, historique, glorieux. Qui a fait le Conseil national de la résistance, le programme? Bon, c'est la gauche et les gaullistes. Donc, c'est plus les démocrates chrétiens, certains. Tous ceux qui sont issus de la résistance ou les républicains. Donc, c'était une convergence très forte sur le plan historique. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, la question journalistique, politique, que dans une échéance décisive, vous pouvez vous retrouver du même côté? Tous les deux. C'est-à-dire, dans une échéance, dans une hypothèse, la politique fiction. Mais après tout, c'est pas belliqueux de dire que vous avez un adversaire commun. Donc, ça rapproche. Ça rapproche.
C'est à moi que se pose, poser la question. Je pose la question aux deux, alors évidemment. Je ne vais pas renouveler, vous savez, ce que j'ai fait entre les deux tours de l'élection présidentielle. On me l'a suffisamment reproché. Ce serait intéressant. Je ne vais pas faire d'annonce intempestive. Aujourd'hui, je suis au regret de vous le dire. Ce que je crois surtout, c'est que rien ne serait pire que d'avoir des convergences uniquement sur l'anti-sarkozysme. Ça, je ne me reconnais absolument pas dans cette façon de faire la politique. Et je pense que Dominique de Villepin me rejoindra sur ce sujet-là, parce que les Français attendent qu'on construise autre chose. Voilà, ils attendent qu'on prenne la mesure de ce qu'ils sont en train de subir, de la dégradation de tous les fondamentaux de la République et même de la vertu républicaine, puisque nous parlons de la République. Il y a un recul flagrant des vertus républicaines. Il y a un recul, je l'ai dit tout à l'heure, du pilier démocratique. Il y a un recul de la liberté et de l'indépendance des contre-pouvoirs, justice, presse. Et enfin, il y a un recul de la justice sociale. Et donc, si on reprend les grands fondamentaux de notre République française, les libertés, elles ont reculé. L'égalité, n'en parlons pas. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Et la fraternité, on sait ce qu'il en a été du débat sur l'identité nationale, où l'objectif, c'était non pas de rassembler les Français, mais de les dresser les uns contre les autres. Alors bien sûr, entre républicains, il peut y avoir des convergences par rapport à ces fondamentaux qui sont des valeurs universelles. Et comme le disait François Mitterrand, quand la France rencontre une grande idée, ensemble, elles font le tour du monde. Donc si ensemble, on peut faire le tour du monde avec les grandes idées de la République française et de la Révolution française, comment ne pourrait-on pas faire un bout de chemin ensemble si des fondamentaux de la République sont menacés? Et en même temps, il y a un combat qui reste, et c'est important, qui reste clivé entre, même si j'ai bien vu que la salle avait ri tout à l'heure, quand Dominique a dit que pour la droite, c'était les bénéfices et pour la gauche, c'est le profit. Eh bien oui, je pense que ce clivage-là, il suffit de regarder l'état de la planète. Ce clivage-là, il demeure. Je ne dis pas que tous les hommes de droite veulent absolument creuser les inégalités entre le Nord et le Sud, mais quand même le résultat, il est là. Il est là, tant de richesses d'un côté, tant de pauvreté de l'autre, que ce soit à l'intérieur de chacun de nos pays ou à l'échelle planétaire. Et quand j'entends Dominique de Villepin, parce que là on est au cœur du débat politique, sur la question des licenciements boursiers, et quand il dit que les ministres, l'objectif des ministres, c'est de poser leur cartable sur leur bureau pour ne pas agir. Moi j'étais ministre, tous les jours j'agissais. Je pense que la politique c'est l'action. Tous les jours je me demandais mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour faire avancer les causes dont j'ai la charge, que ce soit à l'environnement, à la famille, pour les personnes handicapées, ministre des Affaires scolaires, de l'enseignement scolaire. Tous les jours, je me dis qu'est-ce que j'ai bousculé aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai bougé, comment j'ai réussi à avancer, comment j'ai réussi à résister, comment j'ai réussi à surmonter un certain nombre d'obstacles et d'oppositions. Et dès qu'il y a quelque chose d'un peu audacieux, d'un peu révolutionnaire, on nous dit que ce n'est pas possible. Et je voudrais relever deux choses dans ce qu'a dit Dominique de Villepin à l'instant. Il y a à la fois l'idée un peu de déformer les objectifs. Je n'ai jamais dit qu'il fallait interdire les licenciements. Jamais. J'ai dit qu'il ne fallait pas tolérer que des licenciements économiques soient camouflés pour faire des licenciements qui n'ont aucune raison économique. Mais c'est le cas. Dominique nous dit que c'est impossible parce que les entreprises vont partir à l'étranger, vont délocaliser. Mais non, avec des arguments. Non, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'il faut trouver des moyens qui soient susceptibles oui, de ne pas être contredits par les stratégies des entreprises. L'argument, j'ai bien entendu, c'était de dire attention aux propositions qui ne sont pas réalistes, qui viennent d'une forme d'incompétence. Ah, mais non. Et qui finalement ne sont pas applicables. La victimisation. Qui seraient des arguments. Non, c'est l'humour, c'est de l'humour. Oui, je sais. Qui ne seraient que des arguments de campagne. D'ailleurs, certaines voix à gauche aussi ont critiqué l'interdiction des licenciements boursiers, donc je rassure.
Mais à partir d'arguments comme cela, on ne fait plus rien, parce que dès que c'est difficile, à ce moment-là, on renonce à imposer des droits et des devoirs. Or, si on va un peu plus loin dans les choses, puisque j'ai regardé quand même, on étudie, on regarde les choses, et finalement, l'interdiction des licenciements boursiers, il est déjà mis en application dans le pays voisin qu'on cite si souvent en exemple. En Allemagne, il est impossible de faire des licenciements économiques lorsque les entreprises font des profits. Pourquoi? Parce qu'il y a un dialogue social qui est celui qu'on évoquait tout à l'heure, et parce que les organisations syndicales sont associées à la définition des plans sociaux dans l'entreprise. Et donc, il y a une discussion à l'intérieur de l'entreprise. Et ça ne se fait pas en catimini. Et on n'a pas choisi dans ces pays, comme en Suède, comme en Norvège, comme au Danemark, on n'a pas choisi dans ces pays la seule issue pour les salariés, effectivement, d'aller saisir la justice pour faire appliquer juste les droits et les devoirs dans l'entreprise. Donc, au contraire, c'est un élément de modernisation très important que de poser des limites à un certain comportement des entreprises qui se comportent mal, quand tant d'autres se comportent bien. Et en plus, c'est une façon aussi de protéger la juste concurrence entre les entreprises et d'encourager les entreprises citoyennes. Parce que si vous tolérez des comportements inadmissibles de certaines entreprises qui vont augmenter effectivement leurs bénéfices en se comportant mal, mais celles qui vont se comporter de façon citoyenne et qui vont considérer qu'il est aussi important d'augmenter le salaire des ouvriers que d'augmenter la rémunération des actionnaires, mais celles-là vont se trouver pénalisées. Donc moi, je préfère un État fort qui donne des règles et qui disent quelles sont les entreprises citoyennes, de quelle façon est-ce qu'on se comporte bien, et qui réserve à ces entreprises-là les exonérations fiscales, les exonérations sociales, les aides économiques à l'innovation, en accompagnement des comportements qui feront que l'entreprise va répartir avec justice les fruits de sa croissance et de ses résultats. Et je pense que c'est comme cela que l'on construit une société de confiance, car c'est avec la confiance aussi qu'on réussira à relancer le développement économique et la croissance. Et quant à la question que vous posiez sur mais comment va-t-on faire tout cela, les fameux, effectivement, problèmes de déficit et de dette. Moi, je crois qu'il y a au moins un domaine sur lequel il faudra réinvestir massivement, c'est le domaine de l'éducation nationale. Et ça, ça fait Jefferson, quand on dit mais ça va coûter cher, et là il y a des suppressions de postes qui sont des saignées sur l'école. On dit mais ça va coûter cher, comment vous allez faire? Vous connaissez la belle phrase de Jefferson. L'éducation, peut-être ça coûte cher, mais essayez l'ignorance et vous verrez à quel point ça coûte encore plus cher. Et donc, la question scolaire est, à mon avis, la question centrale du nouveau souffle à redonner à la République. Et la première décision que je prendrai, la première, vous m'entendez, la première, parce qu'enfin, est-ce qu'il n'est pas aberrant que le métier le plus important pour notre avenir, pour l'avenir des jeunes, soit le seul métier maintenant que l'on n'apprend plus depuis que ce gouvernement a supprimé l'année de formation des enseignants. Vous imaginez? Le seul métier que l'on n'apprend plus, les hussards de la République qui sont en première ligne, comme ceux que je voyais tout à l'heure et dont je vous parlais à l'instant, qui sont en première ligne du raccrochage scolaire, de la lutte contre l'échec scolaire, de la motivation scolaire, de la réussite des jeunes, de l'apprentissage des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, de l'articulation avec les familles qui souvent sont déstructurées, des mères célibataires, des femmes seules qui ont tant de mal, les seuls qui sont à l'avant-garde du lien social et du combat républicain sont les seuls qui aujourd'hui sont privés de formation professionnelle. Eh bien, ce sera la première décision que nous remettrons en place pour que l'école retrouve confiance en elle. Donc, Dominique de Villepin va répondre à la question de Laurent, donc sur les convergences républicaines. Oui, et puis après, nous passerons à notre demi-heure de questions de la salle, donc préparez-vous. Dominique de Villepin. Oui, et en même temps reprendre le fil de ce que dit Ségolène, parce qu'on voit bien que
les convergences existent et qu'on pousse un peu le débat. Sur les licenciements boursiers, à l'évidence, s'il est difficile d'interdire ce type de licenciement, la meilleure façon de traiter cette question, c'est de la traiter le plus en amont possible au niveau du dialogue à l'intérieur de l'entreprise. C'est pour cela que je propose, mais à l'évidence, elle a une proposition du même type, une forme de cogestion ou de codirection qui permet d'associer plus largement les salariés à la décision dans l'entreprise. De la même façon, je pense que là aussi, les frontières entre la droite et la gauche n'ont pas vocation à faire reculer les limites du bon sens. À l'évidence, la formation des maîtres, la formation des enseignants doit être remise en avant. Et de ce point de vue-là, il s'agit d'une erreur, pour ne pas dire d'une faute du gouvernement que d'avoir décidé de revenir dessus. Sur le moyen pour notre République et pour notre vie politique de créer plus d'intérêt général, plus de consensus, plus d'accords. Moi, je crois que c'est pas un sujet politicien. Il est de bon ton de dire en France, chaque fois qu'on a tenté de faire des gouvernements d'union nationale, on a échoué, et puis qui plus est à la veille d'une élection, c'est pas la meilleure façon de remporter les élections, puisqu'il faut d'abord se différencier et se distinguer, c'est un sport national. Regardez comme je suis beau, évidemment sympathique, enfin, ça a quand même des limites. Donc, je crois qu'au-delà de la séduction politique, il y a une nécessité. Et à l'évidence, nous ne produisons pas assez d'accords entre les uns et les autres pour permettre au pays d'avancer. Et je crois qu'il y a deux façons de répondre à cette question. La première, c'est d'imaginer que nous soyons capables, avant ou après une élection, d'aller dans le sens d'un gouvernement de rassemblement national. Je crois qu'il y a une condition pour que ce soit possible. Et c'est important que ça le soit, parce que d'abord, on ne sait jamais ce qui se passe aux élections législatives suivant les élections présidentielles. On n'est jamais à la merci, on est toujours à la merci d'une surprise. Mais ensuite, parce que ça dépend d'une chose cardinale, c'est la conception qu'on a de la fonction présidentielle. Et je crois qu'il faut situer suffisamment haut la fonction présidentielle pour que des accords puissent se faire puissants, et pas des accords partisans, pas des débauchages, pas des fausses ouvertures, entre la droite et la gauche. Et je prendrai quelques exemples où ces accords sont nécessaires. La lutte contre les déficits. Voilà un enjeu qui nous concerne tous, et nous en avons pour au minimum 10 ans. 10 ans, c'est au moins 2 présidents de la République ou un président de la République réélu, c'est donc plusieurs majorités. Si nous voulons persévérer dans l'effort indispensable pour arriver à l'équilibre budgétaire et réduire notre dette, arriver autour de 60%, nous avons besoin de 10 ans. 10 ans, ça implique qu'on soit capable de perpétuer dans la durée l'effort qui est fait. Ou alors on fait de la godille, comme on le fait depuis toujours en France en politique, on défait ce qu'a fait le voisin, on revient sur ce que l'autre a fait et personne n'avance. Quelques autres exemples où nous devons produire des accords. La politique étrangère. À mon sens, nous avons régressé avec le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, parce que nous avons sorti la diplomatie du consensus qui existait en politique étrangère. Nous avons besoin d'un consensus large, on le voit sur les questions terroristes, on le voit sur les grandes initiatives que prend la France, on le voit quand la France assume des responsabilités internationales, présidence de l'Union européenne ou présidence du G20. Il faut un accord national sur ces grandes questions. Ségolène Royal, à juste titre, parle de l'école. Enfin, écoutez, la réformite qui a saisi l'école depuis 30 ans, où cela nous a-t-il menés ? Quand on compare aujourd'hui notre système éducatif dont nous étions si fiers, qu'on regarde les rapports Piazza, les résultats de Shanghai pour ceux qui valent, on constate quand même que nous n'avons pas avancé au point où nous aurions dû avancer et compte tenu des efforts qui ont été faits. Donc je crois que sur l'école, il est temps que nous soyons capables de nous entendre un minimum sur ce qui doit être fait pour pouvoir, dès lors que nos enfants ne sont ni de droite ni de gauche, nos enfants sont nos enfants et que nous souhaitons que nos enfants soient les enfants de la République. C'est ce qui s'est passé sous la Troisième République. Il y avait des instituteurs, les anges noirs de la République, qui tenaient à cette exigence fondamentale et qui n'était pas une exigence partisane. Je prends les banlieues. S'il n'y a pas d'accord entre les uns et les autres, et on voit bien que les maires de droite sont le plus souvent d'accord avec les maires de gauche quand ils sont en responsabilité sur les cités. Là aussi, bien le diable si on n'arrive pas à s'entendre sur ces questions. Donc, l'esprit de division, le sport national politique qui consiste à n'être d'accord sur rien, aujourd'hui est à mon sens dépassé.
Et pour le dépasser, il faut que nous ayons à la tête de nos grandes institutions, présidence du Conseil constitutionnel, présidence des assemblées, présidence de la République, des personnalités capables de fixer une vision et d'exercer un rôle de médiation politique et sociale pour créer des accords puissants. Et c'est à mon avis ce qui manque aujourd'hui, qui fait défaut à notre République aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui être président de la République et chef d'un parti. Je considère qu'il faut revenir là-dessus parce que nous sommes engagés dans un cycle sans fin et qui vaut pour le président comme pour l'ensemble des élus. Je le dis avec beaucoup de tranquillité, je ne suis pas moi-même élu. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Mais quand on est élu, on est obsédé par sa réélection. Je pense que cette obsession de la réélection empêche, d'une certaine façon, notre pays d'avancer dans son capacité à trouver des accords sur des points centraux. Donc, soyons un peu moins obsédés, trouvons le moyen dans notre République de trouver de grands médiateurs, ce qu'on appelait en sciences politiques des tiers, des personnalités hautes. Et pour cela, je suis pour qu'on change la composition du Conseil constitutionnel, soit dit en passant. Nous parlons du renouvellement de la République. Je suis par exemple pour que les anciens présidents de la République ne soient plus membres de droit et qu'il n'y ait plus de membres de droit au Conseil constitutionnel. Ayons un grand Conseil constitutionnel qui sorte de cette logique partisane. Là, enfin, nous serons capables de produire davantage d'énergie politique et tout simplement davantage de République. J'ai quand même entendu bout de chemin ensemble. À droite, à droite, façon de parler, et à ma droite, et convergence, gouvernement d'union nationale, etc., à ma gauche, enfin à votre droite. Donc c'est intéressant, non? C'est maintenant l'heure des questions de la salle, donc si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. C'est votre tour. Je suppose qu'il y a des micros, donc, qui se... Oui, oui, voilà. Il y a des micros. Il y a des micros par là. Bon, il faut distribuer la parole. Simplement, je vous encourage, si vous êtes d'accord, à être concis. Oui, soyez concis. On va prendre plusieurs questions et on répondra ensuite. Ah, monsieur au milieu, là. Allez-y, commencez là, au milieu. Et je vous en supplie, des questions et pas des interventions, parce que vous êtes nombreux. Monsieur, c'est à vous. À moi? Oui. Moi, j'ai deux questions à poser. D'abord, je dirais à Ségolène Royal, j'habite à 15 mètres où elle était ce matin, mais je n'étais pas à Grenoble. J'aurais jamais manqué cette occasion. Alors, deux questions. C'est vrai que je me spécialise un peu sur l'immigration de ma génération et nos enfants. Alors, la première question, voilà. Je vois l'évolution de nos enfants dans notre République. On voit quand même l'émergence de certains jeunes, de certains Français dont les parents sont étrangers, directeurs des centres sociaux, entreprises très importantes. Par contre, là où les lois se votent, les lois se votent concernant la scolarisation de nos enfants, concernant l'identité nationale, là il y a un mur. Alors ma question est de savoir à quand, et là je précise quand même ma question, quand j'ai dit l'éventualité de voir la représentativité, enfin la diversité à l'Assemblée nationale, je précise en ce qui concerne particulièrement les gens à qui on ne pense jamais, c'est-à-dire l'Afrique, le Maghreb et l'Afrique noire. C'est plus que les autres. Deuxième question. Rapidement. 8. Si je vois par exemple là-bas les États généraux, je pourrais enlever les États, et nos généraux font la guerre en Irak, un peu partout. Alors deuxième question, à quand l'Occident, l'Europe, et particulièrement notre République, cesse de se mêler des affaires des États indépendants ou des États qui sont en voie de le devenir. Cet état d'esprit d'être exemplaire sur Terre et se sentir le besoin de donner le soin à tout le monde, est-ce que la France, notre République particulièrement, agir de cette façon prépare l'avenir d'une relation un peu normale? Et c'est exactement l'absence de ces deux choses-là qui m'énerve actuellement. Merci, monsieur. Il a applaudi quand même. On prend une autre question. On note les questions, évidemment. Mademoiselle devant, là. Mademoiselle.
J'aurais aimé vous demander ce que vous comptez faire sur l'éducation et notamment sur les écoles primaires qui sont dans un débat en ce moment, notamment sur la semaine de 4 jours, etc. Une troisième question, monsieur au milieu. Oui, bonjour, je m'appelle Makni Mohamed, on parle des États généraux de la République. Tout à l'heure, on a tracé un peu le devenir et ce qu'on souhaite, mais on n'a pas parlé d'abord, enfin, vous avez évoqué le fait du cumul de mandats, mais M. de Villepin disait que le fait, une fois qu'on est élu, on pense à se faire élire. Est-ce qu'un jour ou l'autre, on aura un bon, comment dirais-je, statut de l'élu, et surtout les élus de proximité? Une autre question, s'il vous plaît, c'est, là je parle en tant que franco-tunisien, je remercie Madame Ségolène Royal d'avoir mis ce débat et cette, comment dirais-je, cette révolution pacifique qui est du peuple tunisien à faire descendre un tyran en 40 jours sans tirer une balle. Les Américains devraient prendre exemple et de ne pas faire des guerres ou en Irak ou comme en Afghanistan. Donc je vous remercie d'avoir évoqué ça, et à mon nom et au nom de certaines, enfin de pas mal de gens qui sont sur Grenoble, je vous remercie de penser à ça, et surtout, puisqu'on est ici à penser à la République, dans les pays qui sont la Tunisie ou notre frontière sud, c'est-à-dire le Maghreb, pensez à aider, je dis bien à aider les républicains et les humanistes à sortir du joug de la dictature. Et c'est plus pensable qu'au jour d'aujourd'hui, dans ces pays-là, on laisserait 100 millions de personnes qui sont au sud de notre pays, au sud de l'Europe, dans des situations de dictature. Je vous remercie. Alors, rapidement, donc sur la première question, sur la représentativité finalement de la France de toutes origines, dans au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, je pense que s'il y a déjà l'interdiction du cumul des mandats, ça va permettre de libérer. Alors, vous savez que les femmes ont attendu longtemps déjà, hein, donc ça va permettre à la fois effectivement de réaliser la parité, mais au sein même de la parité, de réaliser aussi la représentativité de la France de toutes origines et de la France de toute catégorie sociale. Parce qu'on n'évoque aussi jamais le fait qu'il y a très peu de fils d'ouvriers, de fils d'agriculteurs à l'Assemblée nationale. Donc il y a un vrai problème de représentativité de notre souveraineté nationale par rapport à la réalité de ce qu'est la France. Donc première réponse, le non-cumul des mandats, et sans doute la limitation du cumul des mandats dans le temps. Moi, j'ai proposé aussi qu'il n'y ait pas plus, par exemple, de 3 mandats consécutifs sur une même fonction. Alors ensuite, sur la question de l'ingérence que vous posez, mais vous savez, quand c'est une ingérence pour défendre les libertés et la justice, je pense que la voix de la France doit continuer à se faire entendre. Au-delà des vicissitudes et des irresponsabilités d'un tel ou d'un tel, au-delà de telle ou telle personne qui occupe actuellement la place de président de la République, il y a une universalité du message de la France. Et chaque fois que nous devons faire entendre ce message d'universalité, je pense que nous devons continuer à le faire. Sur la question des jeunes, j'ai cru que vous alliez aussi me poser la question de l'avenir des jeunes de toutes origines. J'étais ce matin dans le quartier de Villeneuve. Il y a 45% de jeunes au chômage dans le quartier de Villeneuve. On discutait avec Michel Destot et on se disait, mais quelle est la réponse massive à cette question centrale, qui d'ailleurs n'a pas été abordée sur ce fameux discours sur la sécurité. Or, la question essentielle, elle est quand même là, elle est dans l'inaction des jeunes. Moi, je propose un pacte de confiance pour l'emploi des jeunes. Je veux que tous les jeunes puissent se lever le matin en se disant qu'ils ont soit un emploi, soit un apprentissage, soit une formation par alternance, soit un service civique, soit un engagement en première chance, quelque chose qui leur remette le goût à la vie, le goût à l'effort. Et ce n'est pas tenir un discours misérabiliste à l'égard des jeunes. Je pense qu'en contrepartie, ça permettrait, si la société s'organise pour davantage ouvrir les portes que de leur fermer, la société pourra à ce moment-là, nous pourrons à ce moment-là leur tenir un discours de responsabilité et d'effort. Et nous disions ce matin que, puisqu'il va y avoir un chantier de rénovation du quartier, pourquoi ne pas imaginer que l'ensemble des jeunes du quartier ou sur les autres quartiers des villes
C'est pour ça aussi qu'il faut de l'investissement et de la mutation écologique, parce qu'il y a des chantiers aussi considérables sur les énergies renouvelables, sur les rénovations urbaines en matériaux de haute performance énergétique, etc. Il y a des grands chantiers considérables à lancer sur l'équipement d'un pays et sur la croissance verte. Et moi, je suis convaincue qu'avec ces grands chantiers, si on arrive à intégrer les jeunes, et je leur posais la question tout à l'heure aux jeunes des quartiers, je dis mais s'il y a des travaux dans votre quartier, est-ce que vous êtes prêts à venir en apprentissage dans les métiers du bâtiment, en formation par alternance, et pour pouvoir ainsi non seulement vous rendre utile à votre quartier, mais en même temps apprendre un métier. Eh bien pour ça, il faut un État fort, il faut une volonté politique forte, il faut un État qui épaule les collectivités locales qui vont se lancer dans ce type d'action. Et moi, je peux vous dire que si tout le monde tire dans la même direction par rapport à ce défi majeur qu'est le chômage des jeunes et l'inactivité des jeunes, qui est en France un des taux les plus élevés d'Europe. On a à la fois le taux le plus élevé d'Europe pour le chômage des jeunes et le plus élevé d'Europe pour le chômage des seniors. Donc on peut aussi imaginer des croisements. On peut aussi imaginer qu'au lieu de mettre à la porte des entreprises des salariés de plus de 50 ans, 60% des salariés de plus de 55 ans sont aujourd'hui au chômage, qu'ils servent de tuteurs à des jeunes. Donc il faut aussi repenser les métiers par rapport à la façon dont on pourrait garder les salariés seniors, embaucher en alternance les jeunes pour leur apprendre des métiers en interaction entre générations les uns avec les autres. Donc c'est la société qu'il faut repenser, c'est l'allocation des ressources qu'il faut réimaginer différemment, et c'est surtout des cohérences et des cohésions entre une action de l'État offensive auxquelles peuvent s'accrocher les collectivités territoriales, les communes, les départements et les villes qui voient en proximité ce qui reste à faire. En tout cas, on est là, encore une fois de plus, dans cette problématique du nouveau souffle pour la République, et la République ne peut pas se construire sans les jeunes, et les jeunes ne peuvent pas envisager un avenir s'ils n'ont pas la garantie d'une formation, d'un emploi. Là aussi, c'est un combat essentiel que j'entends bien mener avec vous. Je serai très bref parce que Ségolène a presque tout dit. Sur le cumul des mandats, je pense qu'il faut être exigeant. De la même façon, pour le cumul des fonctions, c'est le meilleur appel d'air que nous puissions donner à la fois pour la parité et pour la diversité. On voit bien encore quelles sont les immenses réticences de la classe politique. Et je crois que nous sommes encore très très loin du compte. Il y aura sans doute à revenir sur ces questions au fil des prochaines années. Sur la responsabilité de la France dans le monde, il faut savoir ce que l'on veut. Où l'on est une puissance capable d'exercer des responsabilités mondiales, et quand on est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre permanent, quand on a l'histoire que nous avons, la géographie que nous avons, avec une vocation à maintenir des liens très étroits avec les pays du Maghreb, de la Méditerranée, de l'Afrique noire, l'Amérique latine, eh bien, à l'évidence, nous ne pourrons pas nous désintéresser de ce qui se passe dans les régions du monde. Et quand on est un pays qui porte haut son exigence démocratique et républicaine, il nous faut effectivement continuer à faire vivre ces valeurs. Ce n'est pas quelque chose de facile, il ne s'agit pas de s'ériger en donneur de leçons, mais ça demande de l'imagination. Je donne juste un élément, piste de travail. Aujourd'hui, l'Europe se désintéresse très largement de ce qui se passe au sud de la Méditerranée. On a inventé l'Union pour la Méditerranée qui a repris les réflexions qui avaient cours autour du processus de Barcelone, mais à l'évidence, ce processus bute sur la difficulté de marier des projets économiques avec une vraie ambition politique qui supposerait que l'on traite des conflits. Je pense au conflit palestinien. L'Europe ne devrait pas se désintéresser, comme elle le fait, de la situation du conflit israélo-palestinien. De la même façon, le conflit du Sahara occidental, qui est l'un des principaux obstacles au développement de l'ensemble du Maghreb. Donc, oui, traiter et contribuer à la solution des crises politiques pour pouvoir permettre d'ouvrir de nouvelles fenêtres du développement économique et bien sûr du développement démocratique. La bonne nouvelle de la révolution tunisienne, c'est que cette idée reçue, partout en Occident, selon laquelle, dans le fond, la démocratie c'était bon pour tout le monde sauf pour le monde arabe. Différentialisme, conflit de civilisation, sentiment que l'islam rendait les choses singulières dans cette région du monde, eh bien cette muraille d'idées reçues est tombée.
Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une aspiration, un appétit, et qu'il nous appartient d'accompagner ce mouvement dans cette région si proche de nous. Donc oui, exercer des responsabilités mondiales en renouvelant constamment notre capacité d'initiative, y compris en tirant les leçons du passé. Je le dis souvent, nous sommes le pays qui s'est engagé en Espagne avec Napoléon pour y affronter une des premières guérillas de l'histoire. Nous sommes le pays qui a bien connu la guerre du Vietnam. Nous sommes le pays qui a souffert de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire d'une guerre gagnée militairement et perdue sur le terrain, et en tout cas dans le cœur de la population, et nous sommes encore en Afghanistan sans savoir pourquoi nous y sommes, mais posés là, sans capacité à inventer une véritable stratégie. Un mot sur le chômage des jeunes. J'ai essayé, comme Premier ministre, fort maladroitement, je le reconnais, de traiter cette question pour les plus défavorisés, c'est-à-dire ceux qui n'avaient ni proposition de stage, ni emploi. Et je suis au regret de constater que les choses, non seulement ne se sont pas améliorées, mais se sont dégradées. Ségolène a rappelé le chiffre, plus de 40-50% dans certains cas, c'est une situation absolument inacceptable. Alors ça suppose là encore des outils et des instruments. On a des outils en matière de rénovation urbaine, on a des outils en matière sociale, on a des outils en matière de lutte contre les discriminations. On n'a pas d'outils de développement économique dans les quartiers. On a des zones franches dont il faudrait tirer le bilan, savoir si elles doivent être aménagées ou pas, mais je propose une agence du développement économique pour les quartiers, une bourse pour l'emploi à l'échelle nationale qui permette d'offrir des atouts et des instruments. Et bien sûr, cela implique une réponse spécifique pour ces jeunes qui sont laissés en marge et qui souffrent d'une véritable discrimination. À l'évidence, l'égalité républicaine, elle n'est pas vraie pour cela. Or, nous devons regarder cette réalité en face qui doit nous interpeller les uns et les autres. Voilà brièvement ce que je voulais dire en réaction à ces sujets. Alors, il y a une convergence complète sur la première partie, c'est-à-dire sur tous les éléments de politique étrangère. Je pense en particulier sur l'Afghanistan et qu'il est temps maintenant de mettre un calendrier de retrait. Donc convergence complète avec ce que vient de dire Dominique, mais divergence sur le CPE. Ah ben ça, on est d'accord. On est enfin d'accord. Mais je dois avouer que un Premier ministre, je ne dis pas qu'il peut commettre des erreurs, mais enfin il en commet à l'évidence. Mais dans certains cas, il y est encouragé. Alors, il nous reste à peine 5 minutes, donc soyez gentils d'être extrêmement concis dans vos questions pour qu'on ait le temps de refaire un aller-retour. On va aller un peu là-haut. À l'aile gauche, là-bas. Sur la gauche, oui. Sur notre aile gauche. Ah. Allez-y, allez-y. Oui, oui. Bonjour, je suis un étudiant en droit et en histoire, et je voulais vous demander, pour en revenir à la République, vous avez beaucoup parlé de l'exécutif, local ou national d'ailleurs, mais une des raisons d'être de la Ve République, en 58, je vous apprends rien, c'était un équilibre entre le législatif et l'exécutif. Et vous n'avez pas du tout évoqué nos amis parlementaires, si ce n'est pour sa composition ou son mode d'élection. Et je voulais vous demander si vous aviez quelques idées pour rééquilibrer un peu les choses et redonner au Parlement véritablement sa raison d'être et les moyens d'agir. Les mains de M. de Villepin ou les jambes de Mme Royal. Pour utiliser vos images. Je vais essayer d'être à la hauteur. Avec Quel sexisme! Commençons par les mains alors. Tant que c'est pas la tête et les jambes, ça va. Il y a une parité presque. Oui. J'étais hier soir à un débat organisé par des étudiants sur les problèmes relevant des migrations dans le monde et de la situation qui est faite aux gens en déplacement, aux émigrés, etc. Avec, en France, la réforme du droit d'asile qui est opérée par la loi Besson notamment. Il me semble que entre la droite et la gauche, il y a un certain flou sur la politique à suivre. Que pensez-vous, Ségolène et Dominique, de cette question? Monsieur, là. Une question au centre et après une dernière question Monsieur, sur là, notre droite. Le pull gris là qui lève la main.
Allez-y, levez-vous, monsieur, levez-vous. Bonjour, Ségolène Royal a évoqué comme priorité l'éducation. L'éducation, elle dépend du gouvernement national, bien sûr, c'est une catastrophe aujourd'hui, mais elle dépend aussi des collectivités locales. Je voudrais savoir, Madame Royal, comment on peut comprendre la décision qu'a prise récemment, il y a quelques mois, un de vos collègues et amis, Monsieur Jean-Jacques Héran, de fermer un lycée de secteur, ici, le lycée de la Villeneuve, le lycée qui, jusque-là, essayait de maintenir, comme il pouvait, un minimum de mixité sociale, un lycée qui obtenait des résultats très bons au baccalauréat, un lycée qui doit fermer dans 2 ans. Comment peut-on comprendre ça, Madame Royal, s'il vous plaît? Oui, levez-vous. Une dernière question. Oui, c'est à moi. Allez-y. Eh bien, toujours dans le même sens de l'école, puisqu'il n'y a pas eu de réponse qui a été donnée jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'estime que l'école est en danger, notre école publique est laïque. Et qu'est-ce qu'on compte faire? Parce qu'effectivement, avec ce qui se passe en ce moment sur la diminution des postes, sur les lycées qu'on ferme, à qui on va laisser l'éducation? Et notre éducation, il me semble qu'il y a nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui sont battus pour que l'école soit accessible à tous. Et aujourd'hui, c'est en danger. Ségolène Royal. Bien sûr, c'est vrai, l'école est en danger. Je l'ai évoqué tout à l'heure déjà, et c'est la priorité de notre République. C'est de réparer tout ce qui aura, ça sera de réparer tout ce qui aura été détruit par uniquement une vision comptable des choses, alors que, on le sait parfaitement, l'investissement dans l'éducation et dans la formation, c'est une des clés de la croissance économique de demain. Et quand vous regardez, y compris les pays les plus endettés à l'échelle de la planète, en général, il y a des coupes sombres qui sont déjà dramatiques dans un certain nombre de secteurs. Mais les pays intelligents ont l'intelligence précisément de ne pas sabrer dans les dépenses d'éducation et de formation. C'est une absurdité, non seulement sur le plan de l'échec scolaire des élèves, mais c'est une absurdité sur le plan de l'efficacité économique et sociale d'un pays. Donc en tout cas, la réponse est extrêmement claire. La priorité éducative reviendra au cœur du pacte républicain et nous rétablirons les moyens qui sont actuellement en train d'être repris à l'éducation nationale et qui créent en effet une désespérance et des secteurs entiers où les enseignants se demandent comment ils vont avoir les moyens de faire réussir les élèves. J'en viens très directement, la liaison est facile et naturelle avec le lycée Mounier. Moi d'abord, je me réjouis de voir un combat pour le maintien d'un lycée. La mobilisation des enseignants, des élèves, c'est un beau combat. Les élèves sont venus à la gare, ils m'ont suivi après sur tout mon trajet avec les banderoles, ils m'ont donné les badges, là, I love Mounier, voilà. Donc c'est un beau combat. Et en plus, vous avez raison, parce que je m'en entretenais avec le maire de Grenoble, avec le président de la région, Jean-Jacques Héran, de dire en plus que c'est un lycée qui a réussi ce pari de la mixité sociale, et grâce à la qualité de l'équipe pédagogique. En même temps, c'est un lycée où il y a besoin de travaux considérables, donc il y a aussi des problèmes de sécurité à l'intérieur du lycée. Mais je crois que ça ne justifie pas la fermeture du lycée, je vous le dis très directement. Et je pense qu'il y a eu un rapport de médiation qui a été fait sur ce lycée et qui recommande la solution de maintenir le lycée tout en engageant des travaux par tranche, par étape, pour pouvoir maintenir le lycée, l'équipe pédagogique sur place, les élèves sur place et programmer les travaux de façon à ce que les communautés éducatives ne soient pas obligées de partir. J'en sais quelque chose, qu'en tant que présidente de région, c'est toujours un casse-tête quand il faut restructurer les lycées, engager des travaux, alors que les élèves sont là, qu'il faut continuer les cours, etc. Et moi, j'ai bon espoir. Quelque chose me dit que j'ai bon espoir dans votre combat et que je pense que vous allez être récompensé de votre mobilisation, de votre détermination, pour les enseignants de votre attachement à la réussite des élèves, pour les élèves de votre attachement à ce lycée, pour les quartiers concernés de leur attachement à leur outil pédagogique. Et je crois que rien ne serait pire, en effet, que des collectivités locales de gauche soient obligées de subir des décisions de l'État qui devra
si le président de région décide de maintenir ce lycée, puisque vous savez que la région n'a que la responsabilité des bâtiments et maintenant des personnels ouvriers de service dans les lycées, mais il faut maintenant que vous retourniez vers le rectorat pour obtenir le maintien de l'équipe pédagogique au lycée Mounier. En tout cas, bon combat, bon courage, et j'espère que vous gagnerez. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser à Dominique répondre sur le Parlement et sur la question du droit d'asile, juste sur la question du droit d'asile, sur la question des migrations internationales, puisque Dominique évoquait tout à l'heure les sujets de dépassement des clivages droite-gauche. Moi, je rêve d'un moment où, dans la vie politique française, les questions d'immigration et de sécurité ne seront plus instrumentalisées par un camp contre un autre et qu'on pourra, sur ces sujets-là, dépasser les clivages politiques. Oui, à l'évidence, sur le droit d'asile, il y a des exigences qui peuvent apparaître contradictoires et qui impliquent que l'instruction des dossiers et le traitement du droit d'asile ne soient pas confiés à une seule main. C'est pour ça qu'historiquement, dans le processus de décision français, il y avait à la fois le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, à travers ces émanations qui étaient amenées à se prononcer. Aujourd'hui, je regrette pour ma part que l'exigence intérieure, l'exigence portée par le ministère de l'Intérieur l'emporte trop sur cette nécessité d'un équilibre entre une tradition et une vocation française et l'impératif ou la vision guidée par la sécurité. La France doit être fidèle à sa tradition. Nous restons le pays ou l'un des pays les plus ouverts en matière de droit d'asile, mais nous devons être vigilants pour que ce droit ne soit pas détourné et puisse effectivement trouver à s'appliquer avec ce qui va derrière, parce que ce n'est pas tout que d'autoriser quelqu'un à rester dans notre pays, encore faut-il qu'il trouve dans notre pays des structures, des capacités d'accueil, d'accompagnement qui permettent véritablement de répondre aux difficultés qu'il rencontre, qui sont liées à l'adaptation à la vie dans notre pays. Sur la rénovation du Parlement, à l'évidence, c'est un sujet qui a fait l'objet de nombreuses réformes, y compris jusqu'à la dite grande réforme de 2008. Je crois que nous n'avons toujours pas trouvé le bon équilibre. D'un côté, la loi est trop bavarde, trop nombreuse. Comment appliquer le célèbre adage « nul n'est censé ignorer la loi » quand tant de lois se succèdent sur un même secteur? L'exemple récent est d'actualité sur la récidive, 6 lois d'affilée qui se modifient les unes les autres sans pour autant changer la réalité incontournable qui souvent ne relève pas de la loi mais relève soit d'une bonne application de la loi, soit d'un suivi qui implique une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Donc je crois qu'il faut ramener le Parlement à une production mieux maîtrisée, mieux organisée, plus approfondie et ne pas négliger de remettre de l'ordre dans les codes, dans les différents domaines législatifs pour justement que chacun puisse s'y retrouver, à commencer par le citoyen. Il y a une deuxième préoccupation que j'ai toujours eue traditionnellement, c'est de donner véritablement au Parlement la capacité de contrôler. C'est aussi une de ses responsabilités vis-à-vis de l'exécutif. Or, on le voit sur les commissions d'enquête parlementaires, il y a encore trop de limites à cette capacité, trop de dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Je crois que nous gagnerions à créer un véritable esprit de responsabilité, une plus grande indépendance du Parlement dans ce domaine du contrôle et un suivi sur une base pluriannuelle. Prenons l'exemple des déficits. Si nous devons, et nous devons le faire, nous mobiliser dans la lutte contre les déficits, ça implique, année après année, que le Parlement puisse, en liaison avec les autres organes, je pense à la Cour des comptes par exemple, effectuer un suivi, un travail de mémoire. Enfin, troisième point, on a vu le Parlement sortir parfois de son rôle au cours des dernières années et vouloir faire par exemple un exercice de réécriture mémorielle. Je crois que le Parlement ne doit pas se tromper de tâche. Et ma conviction, c'est que autant le gouvernement pourrait reprendre, dans la grande tradition française, la possibilité de voter des motions qui valent pour ce qu'elles valent, c'est-à-dire dire dans quel esprit la République doit s'organiser, dire ce que doit être la justice et la mémoire sur un certain nombre de grands sujets, mais faut-il pour autant que tout ça passe par le vote
de lois qui, par définition, sont inapplicables et qui viennent créer une opacité, une complexité qui, à mon sens, est contre-productive en la matière. Donc, on le voit bien, il y a là un certain nombre de défis. Alors, je garde le meilleur pour la fin. J'ai le sentiment qu'il y a une surabondance parlementaire et que, de ce point de vue, nous gagnerions à réduire un peu les effectifs. Je pense qu'une Assemblée nationale où il y aurait 400, 450 députés et un Sénat qui aussi verrait un tiers de ses effectifs en moins, mais à qui on donnerait la capacité de faire du travail. Moi, j'ai passé un certain nombre d'années aux États-Unis. Je peux vous dire qu'un responsable, un parlementaire américain du Sénat ou de la Chambre des représentants, ils ont des moyens considérables. Or, aujourd'hui, pour apporter quelque chose sur le travail législatif, pour apporter quelque chose en matière de contrôle, il faut avoir considérablement travaillé. Et je suis frappé du manque de réflexion collective que nous avons sur certains grands enjeux. Moi, j'aimerais que le Parlement puisse se pencher sur la stratégie française en Côte d'Ivoire, la stratégie française en Afghanistan, sur le problème des banlieues et des écoles, bilan législatif, propositions. C'est un travail considérable aujourd'hui qui, malheureusement, n'est fait par personne. Donc, mettre le Parlement avec des véritables moyens au travail sur ces grandes questions, parce que pour faire la loi, il faut connaître la réalité, et il ne suffit pas de créer des missions ponctuelles qui vont sur le terrain, qui reviennent et qui, en 3 semaines, font un rapport. Il y a un travail long, un travail difficile, un travail ingrat. Nous, et je le redis, nous manquons d'outils dans la République pour connaître la situation exacte. Nous manquons d'outils pour agir pour la République, et le résultat, je le redis, c'est que nous faisons du surplace. Je ne doute pas que l'ensemble de la classe politique soit animée de très bonnes intentions, mais je constate année après année, gauche et droite confondues, que l'impuissance et l'immobilisme sont toujours au rendez-vous. Peut-être deux éléments complémentaires. Le premier, qui est le fruit de mon expérience de parlementaire, parce que j'ai été 20 ans député des Deux-Sèvres. Après, j'ai mis fin à ce mandat, parce que je me suis appliqué à moi-même le non-cumul de mandats en devenant présidente de région. Mais ce que j'ai observé quand j'étais parlementaire, le point faible aussi, et qui devrait être réformé pour augmenter le pouvoir du Parlement, c'est de pouvoir définir une partie plus importante de l'ordre du jour. Vous savez, paradoxalement, le Parlement des enfants, qui remonte un certain nombre de propositions de loi, a parfois plus de visibilité que les parlementaires de la majorité, même de l'opposition, qui ont énormément de mal dans ce petit espace qui leur est laissé pour inscrire à l'ordre du jour un projet de leur choix. D'ailleurs, quand c'est le jour de l'opposition, en général, de toute façon, la majorité vote contre. Donc, il y a une espèce de jeu d'ombre qui est dû au fait que les parlementaires ont très peu de pouvoir sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'on pourrait partager moitié-moitié, la moitié du temps parlementaire à initiative gouvernementale et la moitié du temps parlementaire à initiative parlementaire. La seconde observation, c'est que je pense que pour vivifier la démocratie représentative, il faut aller beaucoup plus loin sur la démocratie participative, c'est-à-dire en particulier l'organisation de référendums d'initiative populaire qui ne viennent pas affaiblir la démocratie représentative, mais je crois au contraire que toutes les démarches de démocratie participative, c'est-à-dire entre 2 mandats, c'est-à-dire entre les 5 ans qui se passent, entre le moment où on est élu et le moment où on est réélu, eh bien il faut redonner la parole au peuple dans ces 2 mandats, parce que moi je crois à l'intelligence collective des citoyens. Les problèmes évoluent au cours d'un mandat, et en particulier sur la question de la réforme des retraites, on aurait dû faire un référendum d'initiative populaire. Vous savez qu'aujourd'hui c'est inscrit dans la loi, mais il n'y a toujours pas les lois organiques qui permettent concrètement d'organiser ce référendum d'initiative populaire. Et avec les mécanismes d'Internet, je crois que ça serait très facile de pouvoir, à intervalles réguliers, redonner la parole au peuple français sur des sujets majeurs qui sont décisifs pour notre avenir. Juste un dernier mot au nom de Maurice Safran, de Laurent Geoffrin et de moi-même, et je suis sûr en votre nom à tous, je voudrais remercier très chaleureusement Dominique de Villepin et Ségolène Royal. Pour le climat de ce dialogue, la qualité des échanges, la diversité des propositions. Je crois que c'était une belle ouverture pour les États généraux et un beau moment de débat républicain. Merci à vous.